Bonsoir à tous, bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, c'est une première historique. La cuisine italienne vient d'être inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Un sacre salut à Rome, commenté dans le monde entier. Alors qu'est-ce que cela signifie vraiment? Est-ce une victoire culturelle, politique, économique? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jordan Moualim, journaliste spécialiste de la gastronomie. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Merci d'avoir accepté notre invitation. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, Grégory Fontana, journaliste de la rédaction, nous a rejoint. On le rappelle, ce n'est pas un plat ni une technique précise, mais l'ensemble de la cuisine italienne qui est reconnue. Et ça, c'est une grande première, Grégory. Oui, parce que pour ceux qui en doutent encore, la cuisine italienne, ce n'est pas que des pâtes ni des pizzas. Pour l'UNESCO, la cuisine italienne, c'est un mélange culturel et social de traditions culinaires. Cuisiner à l'italienne est une preuve d'amour, c'est un lien avec sa famille et ses racines. Et c'est pour ces raisons que l'UNESCO a donc décidé de faire entrer la cuisine italienne dans son ensemble au patrimoine immatériel et non un plat ou une spécialité comme elle a l'habitude de le faire. Donc c'est d'abord la consécration d'une cuisine simple. Oui, et c'est toute la particularité de la cuisine italienne. C'est une cuisine qui est simple comme bonjour, et c'est ce qui fait tout son charme. Les règles sont élémentaires. Il faut d'abord des produits de qualité qui respectent les saisons. Ils sont très peu transformés, avec comme philosophie l'anti-gaspillage, la cuisine du pauvre où rien ne se perd, même pas son latin. C'est une cuisine qui permet de protéger aussi des variétés anciennes de légumes, de céréales, et qui encourage aussi à une agriculture qui respecte mieux la biodiversité. Pourquoi l'UNESCO parle de preuve d'amour? Eh bien parce que cuisiner en Italie, c'est une question de partage qui va de la table jusqu'au fourneau, ou des fourneaux à la table, dans les deux sens d'ailleurs. Les recettes se transmettent de génération en génération depuis des siècles, sans la moindre trace écrite, avec un langage et des gestes bien spécifiques. Un même plat se cuisine dans chaque famille de façon différente, à tel point qu'il a fallu attendre 1982 pour que tout le monde se mette d'accord pour sortir la recette officielle des fameuses pâtes bolognaises. Mais c'est surtout une façon de prendre soin de soi et des autres, de redécouvrir ses propres racines. Pour l'UNESCO, c'est un facteur d'inclusion sociale et de bien-être. Pour terminer, je vous laisse sur ce proverbe italien qui résume à lui seul cette philosophie: qui mange seul s'étouffe. Grazie, Grégory. Alors, cet art de vivre, cette cuisine mondialement célébrée est à l'origine une cuisine des pauvres, Jordan. Bah oui, effectivement, vous l'avez très bien résumé juste avant, mais il faut savoir que la cuisine italienne, elle fait toute sa richesse avec l'avantage de pouvoir faire beaucoup avec très peu. Donc finalement, si on arrive à avoir 2-3 très bons ingrédients, un paquet de pâtes, normalement, on est capable de régaler pas mal de monde. Ouais, donc peu d'ingrédients, mais beaucoup d'ingéniosité, c'est peut-être ça qui la rend universelle. Ouais, c'est ça. Et puis je pense que effectivement, le côté cuisine pauvre à l'origine, c'est-à-dire une cuisine faite de produits, une cuisine très simple, permet justement son accessibilité et de rendre finalement la chose très simple d'accès. Franchement, on peut se régaler et on peut apprendre très facilement la cuisine italienne. Oui, en Italie, on cuisine beaucoup avec des légumes et des fruits de saison. Il n'y a pas beaucoup de viande à la base dans cette cuisine. Ouais, exactement. En fait, faut savoir quand même que les produits carnés apparaissent quand même un peu plus tard. C'est quand même lié à une cuisine plutôt bourgeoise. À la base, on se régale normalement avec un peu de pâte, un peu de basilic, un peu de tomate, et ça fait largement l'affaire, ou avec un peu de beurre et de citron. Mais je veux dire, c'est très simple, dénué de viande et surtout pas très cher. Alors, c'est une consécration pour l'Italie. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, a été parmi les premières à se féliciter de cette décision. Elle a parlé d'une victoire de l'identité italienne. Écoutez-la. Aujourd'hui, l'UNESCO a reconnu la cuisine italienne comme patrimoine de l'humanité. Nous sommes les premiers au monde à obtenir cette reconnaissance qui honore ce que nous sommes. La cuisine n'est pas seulement de la nourriture, c'est bien plus que cela. C'est la culture, la tradition, le travail, la richesse. La tradition, la richesse, la gastronomie, Jordan, c'est politique? C'est évidemment politique, c'est éminemment politique. Là, dans son discours, Giorgia Meloni, elle promeut justement la culture culinaire. Mais en fait, c'est aussi une façon un petit peu déguisée d'avancer un peu ses idées conservatrices et de mettre en avant une vision un peu fantasmée, un musée de la cuisine qui est un peu loin, en vrai, de la vraie cuisine qui est beaucoup plus vivante et beaucoup plus riche et plurielle. Oui, elle parle de racines, de traditions, de fierté nationale. Beaucoup ont rappelé une réalité essentielle, c'est que la cuisine italienne, c'est d'abord le fruit du métissage. C'est le fruit à la fois du métissage, surtout de migration, de flux migratoires, également de
mélange de populations. Typiquement, la tomate qu'on va retrouver partout en Italie, elle vient des Amériques. Le maïs, il vient également des Amériques. Le piment également. Enfin bref, je pourrais vraiment citer un tas d'ingrédients. Le café du monde arabe également. Et puis d'ailleurs, en parlant du monde arabe, il n'y a qu'à aller en Sicile pour voir justement tout le métissage qui est là-bas. Et d'ailleurs, même si ça va surprendre certains... Il y a un fameux couscous. Ouais, c'est ça. En fait, il suffit de se rendre à Catane, en Sicile, pour manger un des meilleurs couscous de sa vie, grâce à l'influence arabe. Donc non, la cuisine italienne, elle est évidemment le fruit de métissage, et je pense qu'il ne faut pas l'oublier, même si la présidente est conservatrice. Oui, c'est une cuisine qui a été façonnée par des siècles d'émigration aussi. Ouais, évidemment. Je pense que on le voit, à l'instar finalement de la cuisine française. Elle se nourrit, elle s'enrichit de beaucoup de mélanges, et ce serait un petit peu faire une idée fantasmée que de croire qu'elle est juste codifiée et qu'elle appartient à une culture et une Italie en particulier. Oui, parce qu'on parle souvent de tradition, mais la cuisine italienne, elle est aussi ouverte. Ouais, elle vivante. Évidemment, je suis d'accord avec vous. Et c'est justement ce vers quoi Giorgia Meloni, malheureusement, ne veut pas trop aller, c'est-à-dire autoriser cette cuisine-là à se mouvoir, à évoluer, à vivre avec son temps. La cuisine, ça doit accepter les échanges, ça permet justement de l'enrichir au maximum, et justement voir s'immiscer des ingrédients, etc. à l'heure de la mondialisation, c'est quand même la base de la cuisine, et ça en fait sa richesse. Concrètement, cette inscription au patrimoine de l'UNESCO, qu'est-ce que ça va changer dans nos assiettes ? Globalement, ça va rien changer, à part qu'elle devient de plus en plus populaire, mais c'est déjà le cas depuis quelques temps. On voit qu'il y a vraiment une vraie augmentation de l'exportation des produits agroalimentaires depuis l'Italie dans toute l'Europe et dans le monde entier. Donc ça poursuit un petit peu ce soft power à l'italienne, où finalement la culture italienne se propage dans le monde entier. Est-ce que cette inscription, elle risque pas de figer la cuisine italienne ? Je pense pas, parce que de toute façon, la cuisine, elle appartient surtout à tout le monde. Donc en fait, tout le monde se l'approprie, tout le monde peut la réinventer. Alors évidemment qu'il y a des codes à respecter, et je pense qu'on est les premiers, nous, en tant que cuisiniers ou journalistes, à la respecter, à défendre ces codes-là. Évidemment, toujours pas de crème dans la carbonara, on sait de le dire, on n'en mettra toujours pas. Pas d'ananas dans la pizza, on n'en mettra toujours pas. Ça, il y a des règles, on essaye de pas bouger, des choses qui sont immuables. Néanmoins, on peut quand même s'amuser un tout petit peu avec ces codes-là, et puis rajouter un petit peu d'ingrédients qui viennent jouer un peu les éléments perturbateurs dans une recette, ça ne sert qu'à l'enrichir. Donc est-ce qu'on peut innover sans être accusé de trahison ? Je pense qu'on peut complètement apporter sa touche sans être tout de suite taxé d'anticonservateur, et au contraire, le progressisme fait toujours du bien, que ce soit dans la cuisine ou dans la vie. D'ailleurs, elle parlait de tradition, de tout ce qui est authentique. Qui est-ce qui décide qu'une cuisine est authentique ? Qui est-ce les chefs, les institutions, les recettes de grand-mère italienne, sur quoi on se base ? Faut savoir que ne serait-ce que si on prend par exemple le cas de la cuisine italienne, elle a été codifiée hier. Enfin, s'il y a quelqu'un à qui on attribue un petit peu les codes de la cuisine italienne, c'est un monsieur qui s'appelle Pellegrino Artusi, qui a codifié en 1891 dans son livre La science en cuisine et l'art de bien manger, hygiène, économie, bon goût. Ça, c'est la première bible un peu de la cuisine italienne qui est sortie, mais c'était, vous voyez, fin du 19e siècle. Donc finalement, c'était hier, donc on peut quand même se permettre aujourd'hui de la réinventer, et tout le monde peut largement s'accorder à se dire que faire évoluer les choses, c'est toujours dans le bon sens. C'est pas de l'appropriation culturelle. Pas du tout, et au contraire, je pense que si on évite de faire des petites erreurs quant à l'accent ou quant à des clichés, à la colporter des clichés, et qu'on fait les choses sincèrement, la culture, on ne se l'approprie pas, au contraire, on la défend. En tout cas, la cuisine italienne, c'est aussi un énorme business. Entre 2014 et 2024, les exportations agroalimentaires italiennes ont doublé en valeur pour atteindre 68,5 milliards d'euros. Ce succès a inversé la balance commerciale du secteur. Traditionnellement, il était déficitaire. L'Italie ne produisait pas assez de matières premières comme le blé dur, par exemple, qui était importé. Est-ce que l'UNESCO protège une culture ou est-ce qu'elle protège une industrie ? En fait, c'est là aussi où Giorgia Meloni est assez maligne, parce que finalement, dans sa manière de défendre cette culture italienne, surtout, il y a un intérêt économique derrière. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les exportations vont augmenter, et donc ça nourrit un système très souvent industriel, donc au profit de petits producteurs, parce que finalement, oui, on dit oui à l'Italie et oui à la culture, mais in fine, aucune politique structurelle à destination des petits producteurs italiens et des artisanaux qui permettent de défendre justement le vrai produit et le terroir ont été mises en place par Giorgia Meloni. Donc c'est un peu un discours qui cache un petit peu la vérité.
Alors cette reconnaissance, elle arrive dans un contexte d'explosion des exportations italiennes, le vin, le prosecco par exemple, le fromage. Quel impact concret ça peut avoir, cette reconnaissance? Ça va encore faire exploser le business de la gastronomie italienne? Je pense oui, et puis surtout je pense que cette multiplicité, cette diversité, cette richesse culturelle, elle permet justement de nourrir toutes les cultures. Finalement, elle sert aussi à la France, parce que la culture du vin, finalement, l'arrivée de vins italiens en masse sur le territoire français n'est pas du tout une menace pour le vignoble français. Au contraire, ça apporte beaucoup à la culture du vin en général, et je pense que ça fait beaucoup de bien à ceux qui décrient un petit peu ce monde-là en ce moment. Je pensais d'ailleurs au Spritz, un des cocktails les plus consommés au monde. Et en fait, il y a 20 ans, ils se sont tous arrangés ensemble pour promouvoir le Prosecco dans ce cocktail. Et ça marche. Ça marche, et puis surtout, finalement, ça reste quand même un totem du bar à cocktail. Donc, c'est assez chouette de voir ces cocktails-là qui ont quand même une histoire. Alors, évidemment, encore une fois, il y a un enjeu économique derrière. Mais bon, est-ce que le Prosecco va un petit peu rivaliser avec le champagne? Pas du tout. C'est pas la peine clientèle. Et au contraire, de voir des vins effervescents à plus petit prix, accessibles, notamment pour ces périodes de fête, c'est super. Est-ce que les petits producteurs y gagnent vraiment, ou est-ce que c'est surtout les grandes marques? C'est ça tout le problème, c'est que pour l'instant, cet accord-là, en tout cas cette défense-là de Giorgia Meloni notamment sur cette culture italienne, elle ne sert que le monde industriel. Et donc en fait, on a un peu de mal aujourd'hui à croire vraiment en la sincérité de son propos, parce que typiquement sa position sur le Mercosur aujourd'hui, où elle dit qu'elle est contre. Très bien, mais en fait, elle est contre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet l'industrie, ça bénéficie encore à l'industrie et aux gros groupes, à contrario des petits producteurs qui aujourd'hui s'en sortent pas et qui ne sont absolument pas aidés par le gouvernement italien. Dans cet énorme business de la gastronomie italienne, on voit aussi fleurir des supermarchés italiens un petit peu partout dans le monde. C'est inédit, ça. Ouais, et puis je pense que ce sont des vecteurs des vrais apports culturels dans certains pays. C'est vrai que l'Italie se partage et se transmet aussi via les produits. Et donc, il y a certes des gros magasins qui ouvrent, mais dans ces gros magasins, à contrario de ce que fait la politique, là, ça défend les petits producteurs. On peut trouver des super produits et on peut justement soutenir une certaine agriculture plus raisonnée, plus intéressante et plus proche du terroir. La cuisine italienne, elle appartient encore aux Italiens, ou elle appartient à tout le monde? C'est l'avantage de cette culture, elle est tellement belle qu'elle s'est partagée, et surtout, ce serait un peu dur aujourd'hui de la réduire aux Italiens, alors que justement, elle s'est nourrie d'un tas de flux migratoires et d'échanges. Donc non, elle appartient à plein de gens, j'espère, et je pense qu'à n'importe quelle personne qui veut manger des bonnes pastas, ça peut lui appartenir le temps d'un repas. Alors, on est à la veille de Noël. On devrait plutôt parler de chapon ou de foie gras. Est-ce qu'il y a des recettes de pâtes pour Noël? Vous avez une recette pour nous? Typiquement, là, c'est la saison du homard bleu de Bretagne. Donc, on pourrait totalement faire des super pastas avec une bisque au homard. Et je pense que ça, la pasta, la bisque au homard, le homard qui arrive rôti au milieu de l'assiette, je pense que normalement, ça fait autant d'effet, voire plus, que la bonne vieille poularde pour les fêtes. Une petite entrée, peut-être? Petite entrée, le classique, mais en même temps efficace, si on arrive un tout petit peu à le pimper, par exemple avec un peu de truffe ou quoi que ce soit, mais le vitello tonato, un super vitello très juteux avec une mayonnaise au thon, avec un peu de capre, et je pense que quelques lamelles de truffe dessus, ça pourrait très bien fonctionner. Et en dessert, le tiramisu à Noël, ça passe pour se réveiller un petit peu? On sait que la nuit va être longue. Vous savez, le tiramisu, ça veut dire littéralement tire-moi vers le haut. Donc, je pense que oui, pour finir les fêtes en beauté et de bien belle manière, je pense que le tiramisu, ça fait toujours l'affaire. Donc, la gastronomie italienne ne va pas faire de l'ombre à la gastronomie française? Absolument pas, elles vont se nourrir. Et puis, on va voir des mélanges entre les deux. Vous allez voir, ça va être merveilleux. Le mélange, c'est toujours bien. Merci beaucoup, Jordan Mouhalim, d'avoir été avec nous pour nous parler de la gastronomie italienne.